Alors, quel est le sujet le plus important de tous, tout en étant également le sujet auquel personne ne s'intéresse? Et donc, ce sujet, c'est la bombe nucléaire. Et je sais pas pourquoi, mais on a une sorte de logiciel dans notre cerveau de primate qui fait que tout le monde s'en branle. Voilà. De la bombe nucléaire? Tout le monde s'en branle de la bombe nucléaire. Alors que la probabilité que l'humanité s'éteigne à cause de ce truc, en fait, ça tend plutôt vers 1, quoi, au fur et à mesure du temps qui passe, quoi. Ah ouais? Mais tout le monde s'en fout. Et voilà. Et je veux pas faire trop le malin. En fait, je suis le premier à m'en foutre, en fait. Putain, pavé dans la mare. Voilà. Donc, je vais continuer ma journée à tweeter passionnément sur la sextape de Denis Brognard. Sur l'écriture inclusive aussi, c'est assez en poupe en ce moment. Donc je m'inclus un peu dans le paradoxe. Je sais pas si toi tu t'en branles aussi. Tout le monde s'en branle de l'arme nucléaire alors que c'est capital, quoi. Bah j'avoue que je m'en branle. J'avoue que je m'en branle un peu et je me dis. En fait, je pense que je me dis. Tu sais, c'est un truc que genre personne va jamais utiliser. Enfin, tu vois, dans mon esprit, Ouais, c'est d'accord, genre, ouais. c'est genre, tu sais, histoire, la paix nucléaire. Personne ne va jamais s'y risquer. Du coup, en fait, ça a été important au moment où on l'a créé et au moment où on l'a utilisé contre les pauvres Japs. Et depuis, pour moi, genre, son importance dans l'histoire a été déjà réalisée, quoi. D'accord, ouais. Bah, en fait, voilà, le livre, quelque part, il repart un peu sur... En fait, là, tu dis, t'as l'impression que son importance a diminué. Mais en fait, le livre, en introduction, il rappelle que le 8 août 2017, Donald Trump menaça la Corée du Nord dans un discours et dans un tweet, en leur disant, tu sais, they will be met with fire and fury like the world has never seen. Voilà, donc c'était en réponse à leur dureté rhétorique et à leur test de missiles. Et donc en fait, Trump parlait de la possibilité d'attaquer la Corée du Nord avec la force de frappe nucléaire avant que la Corée du Nord puisse se doter d'une force de frappe. Donc c'est quand même assez chaud. Ouais, et puis je pense qu'on est typiquement dans un cas de signe noir, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ouais. un truc qui a une probabilité d'occurrence très faible. Et que si tu te bases sur l'historique, tu te dis bah ça va jamais arriver. Ouais. Mais par contre, le jour où ça arrive, ça change complètement, son impact est démesuré. C'est pour ça que je dis ça tend vers 1, quoi, la probabilité, quoi, que on le réutilise. Donc oui, effectivement, ouais, c'est un signe noir, ouais, comme tu dis. Ouais. C'est un signe noir et du coup il suffit que tu aies un Golemont, Voilà. il suffit que tu aies un autre signe noir qui est l'avènement d'un Golemont à la tête de la première puissance du monde. C'est ça. Pour que... Voilà. Et donc, la description officielle, en fait, au public de la force de frappe nucléaire américaine, en fait, ça a toujours été décrit comme une capacité de deuxième frappe. Donc, en gros, si l'ennemi t'attaque avec une arme nucléaire, bah, tu peux répondre. Donc, c'est ce qui l'empêche de t'attaquer concrètement. Mais en réalité, la politique américaine sur le sujet a toujours été la première frappe préventive en réponse à une invasion ou à une attaque quelconque. Et donc on peut se poser plein de questions, donc d'où viennent ces recommandations, pourquoi est-ce qu'ils ont autant d'armes nucléaires, les Américains, ils ont des chiffres qui n'ont aucun sens. Ah ouais. Je crois qu'au pic de la guerre froide, il devait y avoir 10 000, tu vois. Oui, mais c'est un contexte particulier, la guerre froide. La guerre froide, il y avait le concept d'escalade des armes, où genre c'était qui avait la plus grosse bite. Ils doivent toujours en avoir autour de 3 000, quoi, tu vois. Donc bon, quand même, c'est... Ok. Ça, voilà. Donc c'est des questions qu'on peut se poser, quoi. Genre comment ça s'est construit au fur et à mesure, pourquoi les politiques sont comme elles sont. Et en fait, Fred Kaplan, là, qui est l'auteur et journaliste américain, qu'en fait je décris comme spécialisé sur la question de la guerre nucléaire, puisqu'il fait quasiment que ça. C'est un peu son dada. Il écrit ce bouquin où en fait il dévoile l'histoire secrète des États-Unis parce qu'en fait tous les enregistrements en fait ont récemment été mis à disposition, voilà. Et donc tout ce qu'on avait jusqu'à maintenant c'était un peu de la merde parce que c'était, tu sais, les mémoires des gens et tout, où, en fait ils enjolivaient, ils changeaient, ils mentaient, enfin bref, du coup t'avais une idée fausse du truc, quoi. Et donc en fait c'est un peu un livre de référence sur le sujet. Et donc je trouvais ça sympa de parler un peu de ce sujet-là à travers ce livre. Et donc il parle de la bombe atomique en règle générale ou de l'histoire nucléaire américaine? Mais en fait, il parle de la bombe atomique en règle générale, mais c'est à travers en fait une chronologie, du coup, qui va commencer en 45 et qui va finir avec Trump. Donc on va pouvoir, enfin ça va être le meilleur chapitre en fait. Donc à la fin, on va pouvoir kiffer avec Trump, mais ça commence donc en 45.
Donc il dit voilà, le 6 août 1945, un avion nommé Enola Gay, donc c'est un bombardier B-29, donc vous regarderez le B-29, vous verrez tout de suite sa tête puisqu'il est hyper connu. Donc lui, le B-29, il lâche une bombe atomique sur la ville japonaise de Hiroshima, causant 150 000 morts. Et donc c'est une bombe qui fait 12 kilotonnes équivalent TNT. Et donc pourquoi ce chiffre c'est important ? Parce qu'en fait on va pouvoir le comparer aux nouvelles bombes. Le 9 août 1945, un avion surnommé Boxer, donc c'est un autre B-29, lui, il lâche une bombe sur Nagasaki. Cette fois-ci, c'est 20 kilotonnes équivalent TNT. 6 jours plus tard, l'empereur japonais déclarait la fin de l'implication du Japon dans la guerre. Et voilà. Et ça fait combien de morts, la deuxième ? Non, je sais pas, j'ai pas noté. Non. Je pense que ça doit être dans le même ordre de grandeur. Okay. Facile. Et en fait, pourquoi ils ont balancé la deuxième ? Parce que les Japonais n'avaient pas capitulé. Ils n'avaient pas capitulé après la première, ouais. Ok. Ouais. Ils continuaient à être fired up. Non, c'est après la deuxième qu'ils ont capitulé. Ok. Ouais, genre, c'était en mode You want more ? Ok. Ouais, genre c'est un peu hardcore. Ouais. Et du coup, en 1947, en reconnaissance de leur service. Ouais, vas-y. Bon, après, je pensais pas du tout l'objet, mais c'est pas pour ma curiosité personnelle. En fait, quand t'es l'empereur japonais, tu te prends une bombe nucléaire. Et tu capitules pas. Enfin, ça c'est assez mystérieux pour moi. Non, peut-être qu'ils se sont dit. Tu te dis, ils en ont qu'une ? Ils sont peut-être dit, ils en ont qu'une, tu vois, je sais pas. C'est possible. Ouais, je sais pas. Je sais pas, c'est quoi le raisonnement derrière ? Parce que moi, je capitule pour beaucoup moins. Non, mais j'avoue, putain, ça pique quand même un peu, quoi. Ouais. Ok. Donc, en 47, en reconnaissance de leur service, en fait, l'Air Force américaine fut reconnue comme un service à part entière, donc séparé de l'armée de terre et de la Navy. Parce que, tu vois, ils sont un peu stylés, ils ont la bombe nucléaire. Et le major Lee May, major de l'Air Force, lui, il fut placé à la tête d'une unité dans l'Air Force, la SAC, la SAC, on dit, Strategic Air Command, dont la mission était de planifier les missions, en fait, des avions qui allaient lancer les bombes atomiques dans les prochaines guerres, voilà. Voilà, donc en gros il disait toi tu lances la bombe là, toi tu lances la bombe là, toi tu lances la bombe là, en gros c'est ce que faisait le SAC, quoi. Donc en fait il met en place tout le plan d'attaque. Exactement. En cas d'attaque nucléaire Exactement. Et toute la doctrine aussi d'engagement ou pas ? Alors ça va être oui, mais ça va être construit au fur et à mesure, ouais. Okay. Ouais. Et donc sous Lee May, donc sous le major Lee May, le SAC arriva à dominer donc pas seulement l'Air Force, mais évidemment tout l'establishment militaire, la culture, les plans de guerre, le budget, tout ça. Forcément, donc, parce qu'en fait ils ont la bombe nucléaire, quoi, en fait. Oui, mais ils ont des sous-marins nucléaires aussi, non ? Pas à cette époque-là. Ah. Voilà. Donc à cette époque-là, c'est les seuls à avoir la bombe nucléaire. Et donc apparemment, puisque c'est un... Et l'armée de terre, elle a pas des missiles statiques ? Non, à cette époque-là, ils ont pas. Okay. Donc à cette époque-là, c'est juste des trucs que tu peux lancer par avion. En fait. D'accord. Donc t'es obligé de juste le lâcher, ouais. Quoi. Voilà. Voilà. Et ouais, à la caméra, comme ça. Donc en gros, c'est un rêve qui se réalise pour le major Lee May, qui 5 mois avant Hiroshima avait dû déployer le pauvre 334 avions B-29 encore, et lâcher des bombes incendiaires sur Tokyo afin d'arriver à faire à peine 84 000 morts, alors que Hiroshima, c'est un avion, 150 000 morts. Ça le met, ça le rend content. Donc le président Harry Truman, tu sais, qui est celui qui a fait 45-53. Ouais, non, d'accord, ok. Non, mais juste, tu comprends que ça le rend content ? Non, mais j'apprécie pas trop la rhétorique, quoi. Enfin, on sait pas s'il est content, le gars, tu vois. Si, on sait qu'il est content, il est content. Ah, ok. Ouais. Ok. Non, c'était un peu un ouf. C'était un gueudin. Ouais. Ok. Non, parce que tu peux te dire aussi peut-être qu'il est content d'avoir mis fin à la guerre. Non, pas du tout. Non, juste il est content d'avoir bouillave déjà. Exactement. Okay. Donc le président Harry Truman, il a réussi à résister à Lee May et à garder la puissance atomique sous contrôle civil. Donc en gros, même pour charger la bombe dans l'avion, il fallait un accord présidentiel. Voilà, on peut retenir de Truman, selon la description qu'on est faite dans le bouquin, que c'est quelqu'un qui était bien content de pouvoir mettre fin à la Seconde Guerre mondiale avec la bombe. Donc c'est ce que tu dis là, pour le coup. Ouais. Lui était dans cet état d'esprit-là, mais qui reconnut bien vite en fait qu'il fallait traiter ce truc différemment des armes habituelles, contrairement à Lee May du coup. Voilà. Et pourquoi c'est important en fait ? Parce qu'une grande partie de l'histoire de la bombe dans les 70 prochaines années, en fait, c'est l'histoire des généraux essayant d'en faire une arme militaire en fait. D'accord. Donc, contre le président qui essaye de pas en faire une arme militaire, quoi, justement. D'accord. Et donc quand on dit une arme militaire, c'est-à-dire que
c'est seul le commandement militaire peut décider seul de l'usage de cette arme. Exactement, et ça devient une arme de combat traditionnelle, quoi. D'accord. Donc à force de couper le budget en faveur de l'Air Force, forcément c'est eux qui ont la bombe nucléaire, donc c'est eux qui ont tout le budget. Donc la Navy a commencé à s'exciter un peu. Alors d'abord ils ont commencé à condamner la bombe moralement, et ensuite ils ont commencé à argumenter que c'était pas si puissant que ça, tu vois. Alors c'est pas trop compatible avec la phrase précédente, et donc à force d'incohérence c'est devenu un peu clair que leur vrai problème ça se résumait surtout à un concours de la taille du pénis, quoi. Ouais. Et que le vrai problème c'était surtout que l'Air Force avait l'arme nucléaire et pas eux, en fait. Et donc voilà, bon, après maintes révoltes de la Navy, donc là on est en 52, en fait les avions de combat de la Navy, donc c'est les trucs qui sont sur les porte-avions, donc eux aussi ils furent chargés avec des missiles nucléaires. Et d'ailleurs, l'armée de terre aussi put profiter des missiles nucléaires. Donc ils avaient ce qu'on appelle des missiles nucléaires à courte portée. Et donc faut imaginer, c'est très intelligent. C'est, en gros, t'as un mortier, tu charges une bombe dessus et tu la tires sur le mec en face, d'accord. Et ça fait Hiroshima. Ok. Donc, voilà, c'est cool, hein. Non, mais c'est genre portatif comme ça et tout. Ouais. Tu peux l'envoyer sur le mec d'en face. C'est genre sur des camtars. Ouais. Un peu. Okay. Ouais. Parce qu'en fait, au fur et à mesure, tu vois, les bombes, ça va devenir un truc giga puissant, et t'auras en fait ce qu'on appelle des low yield, donc des petites bombes, qui vont servir justement sur le champ de bataille, mais il faut quand même garder en tête que ça reste Hiroshima, tu vois, en termes de puissance. Tu vois. Ouais, d'accord. Donc voilà. Et juste. C'est Hiroshima sur un camion. Ouais, mais du coup, dans l'histoire, les seuls usages avérés d'armes nucléaires militaires, c'est Hiroshima et Nagasaki, ou il y a d'autres? Non, c'est les seuls. C'est les seuls. Et même, il n'y a pas eu des trucs plus petits ailleurs? Non, après c'est des essais. Des essais, ouais. Ça, il y en a eu plein, des essais. D'accord. Voilà. Et donc en 52, les Américains fabriquent la première bombe à hydrogène. Donc la bombe à hydrogène, c'est sur le principe de la fusion atomique, alors que la bombe atomique, c'est sur le principe de la fission. D'accord ? Donc en gros, la bombe à hydrogène, tu utilises une bombe atomique pour allumer la mèche, quoi, en gros. Et ça fait ça fait fusionner les atomes, et après ça bouillave tout, quoi. Voilà. Et donc la bombe hydrogène, là on passe à un nouveau niveau, puisque du coup on compte en mégatonnes de TNT plutôt qu'en kilotonnes de TNT. Donc si tu veux, genre en gros la plus grosse bombe jamais construite c'est la Tsar Bomba, et c'est 50 000 kilotonnes, alors que Hiroshima c'était 12 kilotonnes. Ah ouais. Et ça c'est les Russes, non, qui ont fait la Tsar. Ouais. Mais du coup, juste par exemple ça typiquement, ouais. Genre ça se démantèle, enfin tu sais, quand tu crées une Tsar Bomba, ok, tu l'as dans ton garage, tu vois, t'es yam. Ouais. Et après, genre si aujourd'hui tu veux plus l'utiliser, juste tu l'as... Bah, je crois qu'il y a eu une histoire comme quoi, tu sais, après la chute de l'URSS, tous les pays un peu satellites qui du coup étaient plus sous l'URSS, je crois qu'il y a eu tout un programme de démantèlement justement des bombes, et qu'ils ont utilisé pour les centrales nucléaires américaines. Et je crois qu'il y avait une phrase un peu jolie qui disait oui, du coup les bombes de je sais pas quoi, de la guerre ont réussi à allumer les lumières pendant 2 ans, tu vois, il y a des trucs comme ça. Donc oui, j'imagine que ça se démantèle. Okay. T'as 50 000 la Tsar Bomba. Ah ouais. Mais que ça n'a aucun sens. Donc voilà. Et donc quelques mois plus tard, les Russes obtiennent aussi la bombe H, donc quelques mois plus tard, après les Américains. Et donc en 54, en fait, à force de se creuser la tête, en fait, la phrase guerre générale a fini par être prononcée, et en fait, c'était juste de constater qu'en fait, toute guerre entre USA et Russie se finirait forcément par l'utilisation des armes nucléaires. En fait, on voyait pas comment on pouvait ne pas utiliser d'armes nucléaires, en fait, dans une guerre. Ouais, parce qu'en fait, c'est typique un peu d'un dilemme du prisonnier, quoi. Même à partir du moment où tu les charges dans les mortiers des militaires, tu vois, et tu dis ah oui, mais ils voyaient pas comment ne pas l'utiliser, en gros, si t'es en train de perdre la guerre, tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est ça, c'est que genre en fait t'as tellement à y gagner d'être le premier par exemple à l'utiliser, que se restreindre de l'utiliser, c'est, tu vois. Ouais, il y a de ça aussi, et puis je vois pas pourquoi, tu vois, le gars il se dit je vois pas pourquoi je battrais en retraite et je perdrais Berlin-Ouest, je sais pas, alors que je peux, tu vois, bref, c'est juste, vu que t'as les moyens, pourquoi tu l'utilises pas? En gros, c'était ça un peu la logique. Oui, mais après, tu peux dire je l'utilise pas parce que les conséquences seraient, tu vois. Exactement. Mais bon. donc voilà. Donc typiquement le président Eisenhower, c'est celui qui a succédé à Truman, donc c'est 53 à 61. Lui, il cherchait la réponse à ce qu'il appelait la grande équation, et donc c'était comment protéger les US sans trop dépenser en budget défense. Et donc la réponse à la grande équation, c'était au lieu de dépenser de l'argent inutilement dans des troupes et du matériel militaire, en fait, les USA, ils allaient s'équiper de bombes nucléaires massivement, en fait. Voilà. Et donc effectivement Eisenhower il se posait la question, donc en cas de petite attaque des Russes, c'était soit on essaie de les repousser avec des troupes conventionnelles,
ou soit annihilation complète avec tout l'arsenal nucléaire, quoi. Voilà. On en était là, quoi. Non, mais... Enfin, je sais pas, je connais rien en doctrine militaire, mais tu sais, t'as quand même des règles dans la guerre. Je pense que t'as des trucs de riposte graduée, de progressivité de l'usage de la force, enfin, j'en sais rien. Mais je pense qu'il y a un peu des règles, il s'en bat les couilles ou... Bah, du coup, disons que s'il n'y avait pas annihilation totale, en gros, il avait peur que les Russes ils renvoient des missiles vers les USA, quoi. Ouais, du coup, lui, il faisait fi des un peu règles usuelles de la guerre conventionnelle. Il disait, même s'il y a une petite attaque, nous, c'est annihilation totale. Bah ouais, il voyait pas beaucoup d'options, quoi. Soit tu n'utilises pas d'armes nucléaires, ou soit, à partir du moment où tu commences à les utiliser, vaut mieux détruire complètement l'autre, parce que sinon, tu vas pas aimer ce qui va t'arriver. Donc voilà, ça c'était le dilemme de l'époque. Voilà, donc c'est ce qu'on disait, ils voyaient pas comment on ne pouvait pas utiliser ce genre d'armes. Bien entendu, une guerre totale entre USA et Russie, ça implique l'annihilation totale des deux camps, donc faudrait éviter. Et donc en gros, vu qu'il faut éviter ça, on pouvait se poser la question, que faire dans le cas où la dissuasion nucléaire ne fonctionne pas. Et là, le major Limet, notre pote de tout à l'heure, lui, il avait plein d'idées. Il est revenu. Voilà. Et donc il a mis au point le SAC Emergency War Plan, qui consistait à frapper la Russie avec 133 bombes atomiques sur 70 villes pendant 30 jours. Et donc l'auteur explique que plus les labos US fabriquaient de bombes, plus Limet trouvait de cibles, et plus il avait de cibles, plus il fallait de bombes. Et donc de 45 à 55, en gros, le plan de Limet, il enfla d'un facteur 14, quoi. Voilà. Ah, c'est genre au début, il voulait niquer que 20 villes, puis après 50, puis après... Ouais, c'est ça, il a fait oui, non, mais en fait, il faudrait être sûr de bien niquer le truc. Mais tu vois, ça devient hardcore. Hein. Puis là, il y a la banlieue, il pourrait y avoir des... J'aime bien quand tout à l'heure, t'as fait non, mais j'aime pas quand on parle mal de Limet et tout. Non, mais tu vois, c'est juste... mais je rigole. Non, mais c'est que je sais pas dans quel... C'est un tocard. C'est ça, on sait pas, tu vois. Genre. Ouais. Bon, alors, voilà, donc, bien que la Navy avait aussi l'arme nucléaire, donc on a dit sur les porte-avions, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en 1950, elle lança un nouveau projet très menaçant pour le Major Limet dans le cadre du concours de taille de bit. Et ce projet menaçant de la Navy, c'était le sous-marin nucléaire, du coup, équipé d'un missile nucléaire. Voilà, en réponse aux nombreuses critiques qui étaient que tous les autres moyens nucléaires, en fait, ils sont vulnérables à une attaque, puisque tu sais où ils sont, en fait. Donc, il suffit de balancer un missile dessus et c'est fini. Voilà. Donc les implications étaient claires. Limet, donc il allait perdre le Dick Measuring Contest face à la Navy, qui risquait donc du coup de devenir le dépositaire principal de la bombe. Voilà, dommage. Et donc voilà, donc la Navy mit au point son propre plan, qui expliquait que la seule stratégie sensible c'était la dissuasion indétectable, donc avec des armes cachées dans des sous-marins, et que tout le reste était absurde. Hein, voilà. Et donc on parle de 40 sous-marins et de 640 missiles en tout. Pour info, la France a 4 sous-marins, qu'on appelle des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Elle a d'autres sous-marins d'attaque. Et apparemment, de ce que je comprends, il n'y a que 3 sous-marins qui seraient chargés avec 16 missiles nucléaires chacun. Bon, alors ils ont 6 têtes nucléaires par missile. Et c'est Monsieur Hollande, apparemment, qui a dévoilé l'info. Et il a drop. Ouais, il a dit, oui, je vous dis combien on a de missiles nucléaires, parce que c'est hardcore, quoi. Ouais. Et voilà, donc c'est bien, voilà, il a fait transparence. Enfin, combien on a de missiles nucléaires dans des sous-marins, parce qu'on en a que dans des sous-marins, nous. On a que dans des sous-marins, et on a aussi le reste, je crois que dans les 300 en tout, on a le reste, en gros, qui peuvent être lancés par les rafales. Donc on a les 2 piliers du tripode, on a l'armée de l'air et la dissuasion cachée, quoi. Ok. Donc voilà. Et donc les Américains, ils ont vraiment 40 finalement. Ils ont 40 sous-marins. Ouais, okay. 40 sous-marins lanceurs de voilà. Okay. C'est pas mal. C'est pas mal. Et du coup, ils ont abandonné le reste. Maintenant, ils reposent que sur ça. Ou... Alors non. Donc les missiles sous-marins, c'est vachement cool. Donc alors effectivement, parce que les missiles sur Terre, il faut que t'en aies plein partout, parce que sinon tu te les fais exploser, ça marche pas. Et donc le Major Limet, il avait quand même un petit seum. Et il s'est mis à travailler sur un concept encore mieux, d'accord, que seul l'Air Force pouvait mettre en place. Et donc, alors là, on va parler maintenant du successeur de Limet, donc enfin il est plus là, qui s'appelle Tommy Power, mais qui est aussi un mec charmant. Et tu parles bien son nom. Voilà, et qui du coup mit en place un plan destiné à reléguer la Navy en seconde position. Donc c'est le SIOP 62, et donc c'est un plan en fait où il crée une commission pour décider du nombre de cibles à attaquer en Russie.
et il l'a fait résider dans l'armée de l'air. Comme ça, c'est eux qui gardent le pouvoir. Et l'astuce de la commission, c'était de dire celui qui choisit en fait les cibles finalement choisit le nombre d'armes nucléaires à allouer en fait. Okay. Voilà. Et donc au début il disait t'inquiète, je fais que identifier les cibles potentielles, je projette pas forcément de les exploser. Et en fait la commission finit par identifier 4000 cibles et malheureusement il y avait que 3423 bombes à l'époque, donc c'est ballot. Il a fallu plus de bombes. Et donc ça c'est en quelle année? Ça c'est vers... c'est juste avant Kennedy. Donc c'est un peu avant 1960. Okay. Et donc en gros, tu as une espèce de bataille entre la Navy qui argumente qu'il faut pas beaucoup de bombes et l'Air Force qui argumente qu'il en faut plein, quoi. Okay. En gros, voilà. Vas-y. Et c'est quoi les arguments de la Navy pour dire qu'il faut pas beaucoup de bombes? En gros, les autres, ce qu'ils disent, c'est annihilation totale, on va tous les poutrer. C'est ça. Et la Navy, ils disent quoi? La Navy, c'est la force de dissuasion. En gros, tu sais pas où sont les sous-marins, et donc tu dissuades, du coup, en pouvant frapper quand tu veux. Ouais. Mais tu peux pas anéantir totalement. Oui, c'est de dire, en gros, j'ai pas besoin... À partir du moment où on peut pas à partir du moment où on peut pas neutraliser ma puissance nucléaire, je n'ai pas besoin de tout annihiler. Exactement. D'accord. Voilà. Et donc le plan First Strike, ce qui est pas con. Okay. Donc le plan First Strike, donc ce dont on parlait avec l'Air Force, là, ça consistait en 3423 missiles vers 1040 cibles. Donc on parle de 275 millions de morts. Et donc pour donner un ordre de grandeur de leur super plan, c'était qu'en moyenne, une ville avec la même valeur militaire et civile que Hiroshima serait frappée avec 600 fois la puissance qu'a frappé Hiroshima. C'est ça le plan. Ah ouais. Ah oui, ils sont vraiment dans leur bail de annihilation totale, quoi. Ils sont même plus dans la réalité, en fait. Ils sont en mode First Strike. Dans le mode de bureaucratique, je tire la couverture vers moi. Machin. J'ai une grosse bite. Voilà. Donc, après l'élection de Kennedy, son secrétaire à la défense, donc McNamara, qui apparemment était un jeune comme lui, il se rendit justement dans les locaux du SAC, là, pour, en gros, il y a un briefing nucléaire par Tommy Power, donc l'homme charmant de tout à l'heure qui a succédé à Limay. Et donc apparemment McNamara il est sorti choqué et abasourdi du briefing tellement ça n'avait aucun sens en fait. Oui. Et donc malheureusement il a tenté des trucs, mais donc face à la bureaucratie des généraux, tout est resté pareil. Donc on a gardé un First Strike plan avec toute la puissance nucléaire, et donc il y a toute une description dans le bouquin de comment il joue avec la bureaucratie pour empêcher en fait qu'il y ait toute réforme possible. Voilà. Et c'est le Deep State. C'est le Deep State, pourquoi tu dis ça? C'est genre quand on est vraiment dans les rouages de comment ça Trump, Trump et genre tous les followers et tout, il a tout un concept autour du Deep State. C'est de dire, c'est un peu ce que tu dénonces à travers la bureaucratie, mais lui c'est à l'extrême, tu vois. Ouais. C'est de dire que en fait, c'est le swamp. C'est de dire que les grandes institutions publiques américaines, il va drain the swamp. Elles sont contrôlées par un certain nombre de fonctionnaires qui n'agissent pas dans l'intérêt public et c'est le deep state, tu vois. D'accord, du coup un peu Et donc voilà, du coup il a pas réussi trop à changer les trucs. Il y a quand même un fait notable, c'est que quand Kennedy est rentré à la Maison Blanche, en gros. Ils avaient une nouvelle techno qui était en gros le missile Minuteman, qui est donc ce qu'on appelle un missile intercontinental. Donc tu sais, il est dans un silo sous terre et tu peux le lancer et frapper n'importe quelle cible dans le monde communiste en 30 minutes, là ils mettent. Donc ça c'est l'avatar quoi. Et donc voilà, maintenant on peut rajouter à l'arsenal nucléaire ce qu'on appelle les missiles intercontinentaux, donc c'est dans des grands silos et qui vont super loin. Donc le SAC en voulait 2300. Et McNamara a réussi. Le sac, on les arrête pas. Et McNamara a réussi à réduire à 1000. Donc voilà, donc super, tu vois. Et donc, dans les États-Unis, c'est parsemé de silos lanceurs de. Voilà, aujourd'hui, je crois qu'il doit en rester entre 400, dans les 450 aujourd'hui. Okay. Parce qu'ils expliquent que oui, peut-être qu'un jour on va savoir détecter les sous-marins. Mais bon, voilà. Ouais. Et donc, ils sont. Je te dirai où ils sont après. C'est un peu connu où ils sont. Et donc l'autre fait notable un peu rigolo, c'est qu'en fait tout le monde s'était trompé parce que pendant longtemps on a cru qu'il y avait ce qu'on appelle un missile gap, et donc que les Russes avaient plus de missiles intercontinentaux, donc ils en avaient 200 en l'occurrence. En fait c'était de l'intox.
Et en fait, quand tu regardais par satellite, en fait, tu t'apercevais que les Russes, en fait, ils avaient 4 missiles intercontinentaux, qu'ils n'avaient pas la possibilité de lancer une première frappe, qu'ils n'en avaient probablement pas envie, que les sous-marins étaient à quai, que les avions n'étaient pas chargés, enfin, ils avaient air, quoi. Ouais. Et donc... Ils avaient fanfaronné sur les réseaux sociaux, quoi. Et en plus, ils avaient fanfaronné sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que je crois que c'est Khrouchtchev qui disait « Oui, vous avez raison, on sort des missiles intercontinentaux comme des petits pains ». Et donc, voilà. Du coup, au lieu de dérouler le plan magnifique qui était d'exploser complètement la Russie, et tant pis si un ou deux avions lâchent une bombe sur les US, ceux qui restent, Kennedy avait dit dans un discours public arrêtez de faire les malins, je vous rappelle qu'on a beaucoup de missiles et que vous avez quasiment rien. Donc il a bien expliqué qu'ils avaient vu les trucs et que tout le monde était au courant, voilà. Suite à quoi Khrouchtchev, il a mis des missiles à Cuba en attendant de développer des missiles intercontinentaux. Et voilà. Et donc Kennedy avait un peu le seum. Ah, le génie. Et donc il y a une histoire célèbre qui dit que, en gros, tu sais, ça c'est assez très connu, qui dit que Khrouchtchev aurait dit, vendredi il aurait dit on enlèvera nos missiles de Cuba si vous promettez de ne jamais attaquer Cuba. Et je crois qu'après il s'était fait un peu taper sur les doigts, les autres Russes lui avaient dit mais c'est un accord de merde ça. Ouais. Et donc du coup samedi il avait dit non, on enlève les missiles de Cuba si vous enlevez vos missiles de Turquie. Et donc Kennedy avait fait semblant de ne pas entendre le deuxième message et faire oui ok c'est bon on accepte tu vois l'offre du vendredi et bim les Russes avaient capitulé. Et donc ça on a longtemps cru que c'était la vraie histoire, mais en fait maintenant on sait que c'est pas vrai du tout, qu'il a appelé en secret les Russes et qu'il leur a dit ok pour la seconde offre, mais par contre vous le dites à personne. Okay. Et un des malheurs dans cette histoire, c'est que même le vice-président de Kennedy n'était pas au courant, donc celui qui a succédé après sa mort, donc Johnson. Okay. Et donc apparemment, ça a vachement influencé sa politique au Vietnam, parce qu'en gros, il croyait qu'en faisant les heavy balls, en gros, tu pouvais t'en sortir. C'est marrant. Enfin, c'est marrant comment t'as des petits détails comme ça qui ont une conséquence démesurée. Attends. Parce que l'autre fait notable, c'est que tout le monde dans la réunion, donc quand on discutait de ce qu'il fallait faire avec Kennedy, donc personne voulait du deal avec les Russes. Tout le monde disait que c'était un deal de merde, le truc d'enlever les missiles de Turquie. Tout le monde voulait dérouler le plan qui était on bombarde, puis on envahit Cuba. Puis les Russes vont probablement envahir Berlin-Ouest. En plus, je crois que les Russes ils avaient des troupes en fait cachées à Cuba, donc ça serait parti en couille. Donc en gros, ça a juste joué à un mec, Kennedy, un mec, qui a su réfléchir et il était en mode that seemed a pretty fair deal to me, tu vois, genre on enlève nos missiles, ils enlèvent les leurs, tu vois. Ouais. Et juste ça, se jouait à un mec. Et les autres, ils étaient tous là non. Et les autres, c'est non, c'est de la merde et tout, viens, on les défonce, tu vois. Donc tout à l'heure, tu parlais de ça s'est joué à pas grand chose. Là, ouais, ça s'est joué à pas grand chose quand même. Et donc voilà, après c'est dommage parce que Kennedy a essayé de mettre fin à la guerre froide. Il a fait un discours de paix émouvant apparemment que Khrouchtchev a laissé entendre, il a laissé les Russes l'entendre. Donc il a mis en place le téléphone rouge et tout, et puis bon, il s'est fait assassiner et Khrouchtchev s'est fait dégager par les autres Russes. Et donc la course aux armes est repartie de plus belle, donc il n'a pas réussi à calmer le jeu. Et donc là, en fait, on voit qu'il y a une espèce de bureaucratie qui tire ses propres intérêts, quoi. Enfin, l'Air Force qui veut toujours plus de missiles intercontinentaux, de bombardiers, la Navy qui tire le sous-marin, la force de dissuasion finie, l'armée qui veut les forces conventionnelles, donc des tanks, mais où tu tires des missiles nucléaires, quoi. Et en fait, juste pour comprendre, genre, ces différentes institutions militaires, elles justifient l'allocation d'un budget supplémentaire pour elles, par une menace hypothétique de l'URSS, c'est ça. Genre ils disent oui on a découvert tel truc, ou en fait ils sont trop vénères, on est en retard, donnez-nous de la thune. J'ai l'impression que chacun a un peu sa petite stratégie bureaucratique pour essayer de tirer la couverture vers eux. Donc je pense que l'armée de terre c'est parce qu'ils criaient un peu fort, ils étaient jaloux donc on leur a donné. La Navy ils ont inventé leur truc de sous-marin, donc en plus ça faisait sens. L'Air Force, tu vois, c'était non, il faut qu'on soit capable de dézinguer tout le continent d'un coup, sinon on pourrait être victime d'une attaque, enfin tu vois. Ouais. Mais du coup, juste genre le postulat du mec là, ce qu'il essaie de nous faire comprendre, de l'écrivain, de l'auteur, c'est de dire que les décisions militaires, à la fois de doctrine, de structuration et d'armement, elles sont pas faites uniquement en fonction d'enjeux de défense nationaux et de quelle serait la meilleure stratégie militaire, mais aussi en grande partie à cause d'enjeux d'ego et de pure lutte de pouvoir en fait.
Ouais, exactement. Mais ça, on va le découvrir après, parce qu'après, il y a des gens qui vont faire, mais refaites voir le plan nucléaire, et pourquoi vous avez fait ça, enfin, tu vois, après, il y a des gens qui vont commencer à checker le truc et qui vont faire, vous êtes sérieux? D'accord. Et donc oui, effectivement, ça sort un peu de... Enfin là, ça te paraît aberrant, mais effectivement, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est aberrant, en fait. C'est juste... c'est des gens qui tirent le truc vers eux parce qu'ils veulent plus de budget, plus de missiles chez eux, quoi. D'accord. Donc, je vais pas passer longtemps, je vais faire juste quelques mots sur Nixon parce qu'il est très drôle. Donc Nixon, c'est 69-74. Donc lui, il voyait le plan nucléaire comme une stratégie de l'horreur, mais néanmoins, il aimait bien brandir cette menace afin d'essayer de prendre l'avantage, par exemple au Vietnam ou au Moyen-Orient. Et sa technique, c'était la stratégie du madman. C'était de faire semblant d'être un ouf, tu vois. Et donc ça consistait, c'est hyper drôle, ça consistait en... donc ses conseillers allaient voir les dirigeants dans les autres pays et commençaient à expliquer... Mais vous connaissez pas Nixon, c'est un ouf, respectez-le, sinon il risque de déraper sur le bouton nucléaire et tout. Et ça, c'était génial, j'étais mort de rire. Et en fait, bon, ça a pas marché, du coup, parce que les adversaires apparemment virent à travers son bluff. Mais voilà, ça m'a fait taper une barre. Mais du coup, genre, les conseils, c'était là, non, mais s'il vous plaît, c'est un ouf. Là, on essaye de le contrôler, mais là, on n'arrive plus. C'est génial. Putain, la stratégie du madman. Mais du coup, c'était pensé et tout. Nixon, il a dit, vas-y, on va faire le madman. Genre, c'était vraiment un truc raisonné, quoi. Ouais. C'est génial. C'était raisonné, ouais. Putain, le bluff. Donc, stratégie du madman qui aurait fonctionné avec Trump beaucoup plus, déjà. Non, on va en reparler, ouais, de la stratégie du madman de Trump, du coup. Et donc après, quand on est plutôt à l'époque Carter, donc 77-80, en fait, c'est marqué en fait surtout par des trucs flippants qui sont ce qu'on appelle les fausses alarmes. Donc en gros, il y a eu 3 fausses alarmes lors de la dernière année de Carter, en fait, qui sont causées par des bugs informatiques, dont une fausse alarme notable où en fait on annonça 250 missiles intercontinentaux russes se dirigeant vers les États-Unis. Voilà. Et donc, selon l'auteur, on a eu de la chance, donc c'est vrai que c'est pas peu dire quand même, parce que ces fausses alarmes en fait ont eu lieu au moment où les tensions étaient assez basses entre les deux pays, et où du coup c'était pas trop crédible de recevoir 250 missiles russes dans la gueule. Donc ça, on a eu de la chance apparemment. Et la plus grande la plus grosse, l'événement le plus important au niveau des erreurs, ça reste donc le 26 décembre 1983, où les radars russes ont faussement détecté une attaque américaine. Donc c'était le soleil qui s'était réfléchi sur les nuages, ça a fait allumer les détecteurs. Et donc où le colonel russe Stanislav Petrov décida tout seul que les radars russes se trompaient et décida tout seul de ne pas notifier ses supérieurs. Et donc en gros, on a un gars là, Stanislav Petrov, s'il avait été moins sûr que de lui et s'il avait notifié ses supérieurs, donc en se basant sur le système de commande russe classique, quoi, enfin il était obligé de le faire. Donc s'il avait fait ce pourquoi il était entraîné, son taf, ouais, tout simplement. Bah, l'auteur affirme qu'on aurait eu la Troisième Guerre mondiale, quoi, en gros. Enfin, ils auraient répondu, quoi, en gros. Ah, mais ça c'est ouf parce que du coup, je sais pas comment je suis tombé sur la page Wikipédia de ce mec-là. Ah, tu connais ça, ouais. Ouais. Et en fait, il y a tout un délire autour de lui, comme quoi. Enfin, c'est typiquement un acte de désobéissance professionnelle, tu vois. Dans le sens où le mec, genre, tout son job, c'était précisément de faire ça, tu vois. C'est ça. De respecter le protocole et de, genre, si les radars détectent ça, tu fais ci. Et le mec, il a genre désobéi, tu vois. Pour des raisons, toi tu dis qu'il savait que c'était une erreur, etc. Je sais pas, il a eu une intuition que c'était une erreur. Et en fait. Après, il aurait pu les notifier et dire, mais je pense que c'est une erreur, tu vois. Mais déjà, tu sais, le risque. Tu vois. Et il me semble, si je me souviens bien, que finalement ce mec a été sanctionné ou on a tué un peu son truc parce que en fait il révélait du coup il révélait du coup les dysfonctionnements des radars et des équipements militaires. Et en fait la hiérarchie soviétique, tu sais que t'es soviétique, faut reconnaître aucune erreur, tu vois. Tu peux pas dire tu vois, tu peux pas dire mes radars machin. Non, et du coup il me semble que ce mec là en fait soit il a pas été félicité, soit il a carrément été sanctionné. Je pense pas qu'il ait été félicité. Soit il a carrément été sanctionné parce que justement ses supérieurs voulaient pas que les dysfonctionnements du matériel se sachent. Ah mais c'est un truc de ouf. Et c'est vrai que tu vois, tu te dis, mais il y a des gens en fait. Ce qui rappelle un peu l'histoire d'Hiroshima, tu sais, où ils ont tardé en fait à. Je sais pas si t'as vu la série, pas d'Hiroshima, pardon, de la ville. Tchernobyl. Tchernobyl. Où en fait ils ont tardé à réagir parce qu'il y a eu des pesanteurs bureaucratiques, parce qu'ils se protégeaient un peu, ils pouvaient pas admettre que c'était. Ouais, d'accord. Ouais. C'est vrai que tu te dis quand même, en gros, le gars a sauvé le monde. Et enfin, toi tu dis que tu le connaissais, mais je le connaissais pas, tu vois. Non, mais je suis d'accord, moi j'ai connu de manière obscure.
Ouais, donc ça c'est quand même, enfin tu vois là c'est quand même un événement, de malade quoi. Et j'aime bien aussi la période qui suit là de Ronald Reagan parce que voilà bon il a augmenté en flèche le budget de la défense et la pression sur l'URSS. Il voulait gagner la guerre nucléaire, même si on comprend pas très bien comment tu gagnes ça. Mais en fait très vite il a réalisé qu'on courait à la catastrophe. C'est marrant, il a un peu changé d'avis quoi. Ouais. Et il s'est calmé, il a pris contact avec Gorbatchev et ils sont devenus quasi potes, ils sont devenus BFF et ils ont diminué grandement l'arsenal nucléaire. Et l'anecdote un peu goldée, c'est qu'en gros Reagan et Gorbatchev sont devenus hyper potes parce que Reagan à un moment il lui a demandé qu'est-ce qu'il ferait si les US étaient attaqués par des extraterrestres. Et Gorbatchev a répondu aucun doute là-dessus, on vous aiderait. Et ce à quoi Reagan a répondu nous aussi. Et donc ils sont devenus méga potes quoi. C'est ouf quand même. Et donc eux, ils ont signé des accords de désescalade Exactement. Et de réduction des machins. Exactement. Et ça aurait pu aller beaucoup plus loin, mais en fait, il s'est passé un truc un peu nul, c'est qu'à un moment, Reagan fut frappé par ce qu'il appela une super idée. Et donc, il mit sa super idée dans son discours, et les membres du cabinet l'ont enlevé, mais il l'a remis. Et donc, il a prononcé un discours à la télé qui disait « J'en appelle à la communauté scientifique de rediriger leur savoir vers un programme de défense nucléaire. » Et donc en gros l'idée c'était de créer un système qui intercepterait les missiles ennemis. Donc ça s'appelait Initiative de défense stratégique, IDS, mais en fait c'est surtout connu ça s'appelle le Star Wars Project par les journalistes, je pense que tu connais. Ouais. Et en fait, le problème c'est que 3 ans plus tard, il fallait bien admettre que c'était trop cher et trop compliqué, parce qu'en fait il suffit juste de fabriquer plus de missiles que de missiles de défense, qui sont plus compliqués à mettre en œuvre, qui peuvent rater, machin. Tu peux fabriquer des missiles avec plusieurs têtes nucléaires et l'autre il peut rien faire. Donc voilà, on s'est rendu compte plus tard que c'était mort. Mais en fait, le problème, c'est que l'obsession de Reagan pour cette espèce de superdôme, en fait, et la peur des Russes de ce superdôme, donc la peur d'être confronté à ça, ont miné les initiatives de paix. Voilà, ça a miné les initiatives de paix, parce qu'à chaque fois, c'était OK, mais vous laissez tomber le superdôme, on signe, mais vous laissez tomber le superdôme. Et Reagan, il était fan de son truc, donc il disait non, c'est mort. C'est une super idée. C'est une super idée. Superdôme que les Israéliens ont partiellement mis en place. Non, enfin, je sais pas s'il est super, mais ils ont tout un bail de protection anti-aérienne contre les missiles, etc. Le truc, c'est qu'en fait, si tu veux, je pense qu'on peut entendre que ça peut marcher, mais le problème, c'est que dans un contexte de si je suis en guerre nucléaire, tu peux pas tous les arrêter, en fait. C'est juste, voilà. C'est le principe de t'arrêtes qu'une proportion des missiles qui t'arrivent. Ouais, c'est ça. Et quand t'arrêtes qu'une proportion, avec des missiles conventionnels, ça va. Ouais. Mais avec des missiles nucléaires, si tu laisses passer. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu vois. Ouais. Et donc, peut-être c'est utile quand il y en a un qui en lance un sans faire exprès, tu vois, mais bon, sinon, c'est pas. Voilà. Donc, ensuite, quand il y a eu la fin de la guerre froide, il y a eu Bush père en président. Mais juste, excuse-moi, genre dans la guerre froide, moi j'ai pas assez de connaissances historiques. C'est tout ce qui est l'escalade des armes, la montée en flèche de l'armement de part et d'autre. Le raisonnement militaire derrière, c'est de dire si on laisse un écart trop élevé avec mon ennemi, à un moment il va se rendre compte qu'il a une position dominante, il va nécessairement en faire usage. Et que du coup, je dois m'efforcer, moi en tant que puissance, de maintenir cet écart, soit d'un côté de maintenir cet écart le plus petit possible, soit d'essayer d'obtenir cet écart suffisant pour qu'un jour je sois en position de vaincre. Il faut que tu aies un missile gap assez grand pour que, en gros, ça marche dans les deux sens, quoi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si tu as un écart assez grand comme au début, c'est vrai que tu peux te dire je peux essayer de les annihiler complètement et il y aura un ou deux avions qui va passer, mais c'est tout. Mais après, c'est sûr que si l'écart devient trop grand, t'as quand même une tentation de là je pense que je peux gagner une guerre nucléaire, quoi. D'accord, donc c'est ça en fait, l'escalade de part et d'autre, c'est de dire il faut absolument que le missile gap reste dans une certaine fourchette, quoi. Ouais, je pense, t'as vu le discours de Kennedy où il leur a dit arrêtez de faire les malins, on a un gros missile gap. L'autre il a tout de suite mis ses missiles à Cuba, le temps d'en construire des nouveaux, quoi. Ok. Et c'était spécifiquement pour la doctrine nucléaire ou c'était aussi pour tout type d'armement, il fallait avoir un gap? Ça je sais pas. Après quand t'es en dehors quand t'es en dehors du nucléaire, je sais pas trop ce que tu veux dire parce que tu sais c'est réparti dans le monde. Là ça devient de la stratégie. D'accord. Je sais pas. Ok. Donc à la fin de la guerre froide. Et en fait, excuse-moi, qu'est-ce qui a fait
que ça a changé et qu'il y a eu des escalades. Ouais. Ok, t'as dit, genre, il y a Reagan, il s'est rendu compte que c'était con, mais genre, ça veut dire quoi concrètement? En fait, ils se sont rendu compte que c'était une fuite en avant perpétuelle et que personne n'allait y gagner. C'est quoi la prise de... Enfin, qu'est-ce qui a fait que ça a changé? Bah oui, c'est vrai que Reagan, ça se joue un peu à l'initiative personnelle, quoi, entre lui et le gars et le russe, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que ça se joue à ça. Parce que tu vois, tu pourrais te dire, chacun y va ad vitam aeternam. Bah oui. En fait, peut-être il a dû se dire, je vais devoir dédier une proportion de mes ressources de plus en plus élevée à ça. Ouais. Pour avoir un avantage, et qu'à un moment ça va épuiser, tu vois. Il s'est sûrement passé un truc comme ça, parce que tu vois, on dit qu'il est arrivé en mode ouais, je vais mettre plein de budget, je vais gagner la guerre nucléaire, tout ça, et après, au fur et à mesure, j'imagine qu'il s'est rendu compte que voilà. Donc ouais, ça se joue peut-être à ça, ouais. Et juste question, il y a des pays qui ont abandonné l'arme nucléaire, qui l'ont eu et qui ont dit en fait j'en veux plus. Je pense pas. Okay. Je pense pas, mais je connais pas assez bien. Donc peut-être dans les commentaires les gens sauront, je pense pas. Donc là, si on passe après la guerre froide, là on passe à Bush-Père. Et après la guerre froide, c'était quand même plus facile de négocier des réductions unilatérales, donc sans avoir une opposition trop féroce des généraux. Et donc ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a des hommes de Bush-Père, là, qui s'appelaient Miller et Klinger, qui se sont mis à creuser particulièrement le plan nucléaire, et donc qui ont réussi à le diminuer en fait de plus de moitié, donc enfin quand même. Et il y a quand même une réunion marrante que je voulais citer, où en fait ils étudient le plan d'attaque nucléaire, donc ces gars-là. Et donc un des gars de Bush regarde combien de bombes sont pointées sur Moscou, et donc il trace, tu sais, un rayon de 80 km sur la carte, et il constate que les généraux ont pointé 689 bombes dans le cercle. Et donc en fait, il se rend compte que personne n'avait fait l'exercice de regarder si certaines cibles étaient à côté. Tu vois. Et donc tu te dis, mais Moscou, c'est Moscou, donc c'est un exemple... mais en fait, non, pas du tout. C'est pas du tout un exemple isolé, c'était comme ça partout. Il y avait même la procédure classique, c'était tu détruis les bases de tanks, tu détruis les bases de backup de tanks, tu détruis les constructeurs des parties qui font les tanks, tu détruis les fondeurs des matières premières, tu détruis les mines qui font les trucs. Ça n'avait plus aucun sens. Et c'est marrant de voir dans le bouquin, c'est-à-dire qu'après cette constatation, tu vois, de voir les différents généraux, bon, alors pas tous, hein, mais en gros, tu sais, ceux qui avaient voulu empêcher les hommes de Bush d'étudier le programme, qui petit à petit, tu vois, ferment un peu leur gueule et qui font ok, on est un peu déboulé en fait. Et donc ça, c'est assez rigolo. Ah putain, c'est ouf. Ça, c'est quand même ouf. Mais tu penses que c'est juste de la mauvaise foi, genre il le savait et juste il voulait le plus de thunes? Non, il savait pas. Enfin, non, je sais peut-être que c'est de l'incompétence. Je sais pas, je pense que c'est... Ouais, je sais pas. Je sais même pas comment c'est possible. Mais en fait, c'est fou parce que, au-delà de l'histoire nucléaire, machin, militaire, ça te montre qu'en fait, il peut y avoir de l'incompétence durable et à très haut niveau, quoi. En fait, en politique, tu vois, parce que là, on parle du nucléaire et de l'armement, donc c'est particulièrement sensible. Mais c'est juste la constatation, c'est de dire, en fait, il peut y avoir de l'incompétence répétée pendant plusieurs dizaines d'années par des gens qu'on considère comme étant qualifiés et intelligents, tu vois. C'est ça. Bah là, il a fait une liste dans son fichier Excel de cibles, une liste de bombes, et il les a reliées, quoi. Ouais. Il a pas pris de carte. Bah voilà. Si tu veux faire. D'accord. Voilà. Et donc, un autre moment que je suis obligé de citer, c'est donc Klinger, là dont on parlait, l'homme de Bush, dans la perspective de réduire l'arsenal nucléaire. Donc, il demande, tu vois, genre question de ouf, tu vois, combien d'armes seraient nécessaires pour mener à bien les buts classiques de défense qui se sont fixés. Et l'officier lui répond, on sait pas. Donc il fait, ok, t'as pas compris la question, donc je vais répéter, tu vois. Donc il répète, il réexplique, et l'officier répond, non mais j'ai bien compris la question, on sait pas. Et l'autre il fait, mais vous branlez quoi en fait du coup? Et l'autre il dit, bah on prend toutes les armes nucléaires et toutes les cibles qu'on a et on les relie. Et en fait là du coup Klinger en fait il avait décodé le mystère. En fait le plan nucléaire US c'était basé, en fait il explique sur l'offre et non sur la demande, quoi, en fait. Voilà. On n'avait pas le droit de poser la question how much is enough, quoi. On n'avait pas le droit c'était tabou, quoi. Et du coup c'est marrant parce que quand il revient à Washington et qu'il raconte ça aux autres officiels, bah, les gens sont un peu atterrés, quoi, tu vois. Ils sont un peu là, ok, bah, c'est chaud. Bon, voilà. Donc là, on est quasiment à la fin du bouquin. On va faire Trump bientôt, ça va être bien. Je veux juste citer que Clinton, il a dû faire face à la menace nord-coréenne de développer la bombe et qu'il a réussi à faire pression, donc avec des sanctions économiques et des troupes, donc ce qui a mené à un accord qui repoussa le développement de la bombe. On va en reparler de la Corée du Nord, du coup.
Et on a Bush, George W. Bush, du coup, qui pour moi a la meilleure anecdote du bouquin. c'est que genre c'est surtout son conseiller Dick Cheney, son vice-président, qui a dit au sujet de l'accord avec la Corée du Nord, ils ont dit we don't negotiate with evil. Et du coup la Corée du Nord elle a développé la bombe, quoi. Dick Cheney qui est un personnage assez stylé. Je vous invite à voir le film Vice. Qui parle. C'est quoi? Est-ce que ça... c'est un film, donc c'est fait avec des acteurs et tout, mais qui parle du coup du mandat Bush et précisément de Dick Cheney, parce que Vice comme vice-président, tu vois. Ah d'accord. C'est un jeu de mots entre vice-président et vice. Et du coup ça suit tout le parcours de Dick Cheney. Et alors il est hardcore. Il est hardcore. Après j'ai pas vérifié la véracité de tout ce qui est démontré, mais en tout cas si c'est fidèle à la réalité, genre les mecs c'est vraiment des satanas, tu vois. Genre vraiment c'est les pires raclures. Déjà ça te montre que en fait l'essentiel du pouvoir il était aux mains du vice-président et pas de Bush, de Dick Cheney. Et après ça te montre que c'est des espèces d'enculés de leur race, genre qui savaient pertinemment qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive en Irak, qu'ils ont tout fait pour le pétrole, qu'ils avaient une soif de pouvoir démesurée, que tu vois, enfin c'est pas du tout l'image que t'as du public servant, tu vois. Non. Et genre l'image qu'on a de Dick Cheney qui est un bâtard est plus ou moins fortement confirmée par le reportage. C'est un film, du coup c'est pas un documentaire. Ouais, d'accord. Mais il est bien fait et tout, et c'est cool parce que c'est vraiment un bon film. Ok, cool, Vice. Et du coup, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il dit que... Il y a aussi Donald Rumsfeld qui est assez stylé. C'est quoi, c'est un autre documentaire? C'est un autre gars, mais de l'équipe, tu vois, j'ai oublié qu'est-ce qu'il faisait. De la team, et il est assez stylé lui aussi, il a des côtes solides. Mais ce qui est drôle, c'est que en fait, Bush, il a fini par être saoulé en fait par le gars, c'est-à-dire qu'à la fin, il était en mode, en fait, c'est con ce qu'on a fait, genre ils ont juste développé l'arme nucléaire et c'est de la merde en fait ce que t'as fait, tu vois. Et donc voilà, après il a essayé de rattraper le coup, mais apparemment c'était trop tard. Mais tu vois, genre il s'est rendu compte que c'était débile. Tu vois. Donc voilà, ça m'a fait marrer. Le We don't negotiate with evil, bah ok, tu vois. Voilà. Donc bon, après on a eu Obama qui est rentré déterminé à changer les choses, mais au final il n'a pas réussi à changer grand chose. On notera des deals nucléaires quand même avec la Russie et l'Iran. Donc pendant les premiers jours d'Obama, il voulait se débarrasser, tu sais, des missiles intercontinentaux, parce qu'on disait, après tout, c'est plus les seuls à avoir une grande portée, vitesse, précision, maintenant ils ont tous ça, tu vois, dans les sous-marins et tout. Donc ça sert à rien, mais on le persuada quand même, on persuada Obama quand même qu'il fallait laisser les missiles intercontinentaux, parce que c'était une protection importante quand tu vas à une éventuelle technologie anti-sous-marin. Donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, aujourd'hui on a 3 bases avec 150 silos chacune, donc qui sont dans le Montana, le Wyoming et le Dakota du Nord, voilà, aux États-Unis. Donc on sait où elles sont en fait. Et là, Trump. Mais du coup, d'accord. Non mais si, mais je me rappelle qu'Obama il avait signé un peu des protocoles de réduction du nombre de... Ça avait des noms. Si je me souviens dans les news, ça avait des noms, il y avait genre une sorte d'accord de réduction du nombre de têtes nucléaires. D'accord. C'est de dire, voilà, nous on en a 1000, vous en avez 800, on s'engage tous à réduire à 300, tu vois. D'accord. Et je me rappelle que c'était ongoing et que ça avait été plus ou moins arrêté après par Trump ou par je ne sais qui. D'accord, ouais. Mais ça, pour le coup, je trouvais ça pas mal de se dire, ok, bon, juste on en met moins, quoi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah si je regarde le graphique assez connu du nombre de têtes nucléaires, c'est vrai que ça a pas l'air de vraiment baisser, ça a l'air d'être plutôt constant depuis 2010, mais enfin bon. Ok. Donc ça a pas mal baissé jusqu'en 2010? Ouais, ça a l'air d'être plutôt constant après 2010, mais bon, les gens pourront vérifier. Mais on va voir que Trump, il a fait un peu de la merde aussi avec les accords d'Obama. Et donc voilà, donc la partie qui s'appelle Fire and Fury, qui est la partie où on va parler de Trump. Et donc on commence un peu dans le passé, parce que donc Donald Trump, à l'époque de Bush père, il était surtout connu pour son livre qui s'appelait The Art of the Deal. Et il avait généreusement offert ses conseils à Richard Burt, qui était nommé par Bush au titre de négociateur en chef pour le traité de réduction des armes nucléaires entre la Russie et les US. Et donc le conseil de Trump à Richard Burt, c'était tu arrives en retard à la session de négociation, tu marches jusqu'au chef de la négociation russe, tu enfonces ton index dans sa poitrine et tu dis « fuck you ». Et ça, comment tu sais, c'est Richard qui dit il m'a donné ça comme conseil. Je sais pas, c'est connu apparemment. Je sais pas qui a fuité, tu vois. Mais donc on rappelle quand même que Burt a réussi à réduire d'un tiers les armes des deux superpuissantes en 91, et donc du coup en suivant les conseils de Trump. Non mais donc, il a pas suivi les conseils de Trump. Et donc voilà, monsieur, ça m'a fait vraiment marrer. Ouais. Voilà.
Il est solide. Et donc, Trump, quand il a été président, en fait, le pic de stilitude, en fait, il fut atteint genre le 20 juillet au Pentagone, donc pendant la réunion, tu sais, où en gros, tu dois montrer au nouveau président la situation militaire US dans le monde, stratégique. Et lorsque la slide du nombre d'armes nucléaires US et russes au cours des dernières années fut montrée, donc c'est le graphe super connu où tu vois qu'en gros, il y a un pic pendant la guerre froide et après ça diminue. La première question, donc ça c'est présenté, tu vois, en mode c'est une avancée, tu vois, on a réussi à réduire le nombre d'armes nucléaires. Et donc la première question de Trump fut, mais pourquoi moi je peux pas avoir autant de missiles qu'en 1985, tu vois? Et donc on lui explique que l'arsenal d'aujourd'hui est bien meilleur à accomplir les missions, que bah voilà, on s'est quand même calmé, c'est plus la guerre froide, que si on reconstruit des armes, les gens ils vont prendre ça comme une attaque, tu vois, machin. Et il quitte la salle en disant oui j'ai compris, tu vois. Et il y a un certain Tillerson qui expire, et genre tout le monde a entendu apparemment, genre hyper fort. Il fait putain, le président est un putain de débile, tu vois. Et du coup ce qui est énorme, c'est que du coup apparemment deux fois encore, Trump, à quelques semaines d'écart, il a redemandé à chaque fois pourquoi il pouvait pas avoir autant d'armes. Et à chaque fois, il faisait semblant de comprendre. Quand on lui expliquait, il disait oui, ok, bah, j'ai compris, c'est bon, tu vois. Quand on lui dit c'était non, mais c'est pas possible en fait. Et donc il est goldé, quoi. Heureusement qu'il y a des gatekeepers qui l'empêchent de s'exprimer. Non, mais vite fait, du coup, parce que. En fait, t'as un sénateur là qui s'appelle Edward Markey, en fait, qui a fourni de nombreux efforts, en fait, pour essayer de faire dire aux gens pendant des hearings au Sénat, je sais pas ce que c'est, tu vois, genre quand ils discutent entre eux, ils voulaient faire dire aux gens, mais en fait, concrètement, si Trump il a envie de lancer une attaque nucléaire. Les hearings, je pense, c'est comme des enquêtes parlementaires, c'est ce qu'on a. Ah, d'accord, ok. Tu sais, quand il y a des parlementaires qui reçoivent des personnalités diverses et variées parce qu'ils veulent se renseigner sur un sujet. D'accord. Et voilà, je pense que c'est la même chose. Les hearings, bah voilà, ok, d'accord. Bah là, ils voulaient se renseigner du coup sur qu'est-ce qui se passe si Trump demain il a envie de lancer une arme nucléaire de façon unilatérale. Et en gros, on commençait à lui répondre des trucs de merde, du genre oui, les militaires sont censés refuser un ordre illégal, machin. Mais ok, mais en fait c'est légal si le président il veut lancer un truc, tu vois. Et donc ok, après il faisait ok, oui, tu vois. Et donc voilà, il a réussi à obtenir voilà noir sur blanc que oui, s'il a envie de lancer une arme nucléaire demain concrètement il peut, tu vois, sans que personne puisse rien faire. Et voilà, donc on salue quand même l'effort, même si au final, ça n'a rien donné, quoi, ça n'a rien changé. Ah oui, donc en gros, il a démontré que par la seule volonté présidentielle, tu pouvais lancer une arme nucléaire. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a deux trucs, c'est qu'il y a d'une part la volonté présidentielle de lancer une arme, tu peux lancer une arme. Et il y a d'autre part un truc qui est, je crois que tu peux la lancer dans les 5 minutes. Il y a un protocole pour la lancer en 5 minutes, parce que tu sais, il faut pouvoir réagir à si tu reçois une attaque, tu dois pouvoir lancer. Donc c'est juste hardcore. Je pense que ça s'appelle le... je ne me souviens plus comment ça s'appelle, quand tu dois réagir en gros à une attaque nucléaire, seul le président peut le faire, et il doit le faire dans les 5 minutes, quoi, en gros. D'accord. Et donc, si je te fais un peu la chrono là, avec la Corée du Nord qui est assez marrante, c'est qu'en gros, il a envoyé son tweet et son discours là, de Fire and Fury le 7 août 2017. Ouais. Le 8 août 2017. Le 28 août, Kim Jong-un lance un missile à portée intermédiaire au-dessus du Japon. Le 3 décembre, il fait exploser ce qui est probablement une bombe H à fusion, Kim Jong-un. Le 14 septembre, il teste encore un missile à portée intermédiaire. Ok. Et le 28 novembre, il teste un missile pouvant atteindre les US. Ok, donc en gros, il s'est dit, il est crédible, le Trump, il a l'air mongol, faut que je lui montre qu'il y aura des conséquences s'il m'attaque. Alors là, on ne sait pas trop, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs interprétations, parce qu'après, il a proposé la paix à Trump, Kim Jong-un. Donc certains disent que, contrairement à Nixon, la stratégie du madman de Trump a marché, et d'autres disent que Kim il a réalisé le rêve de son grand-père et de son père d'obtenir l'arme nucléaire pour son pays, et qu'après, il a dit non mais c'est bon, maintenant... j'ai pas envie non plus de me faire tomber, que les États-Unis me tombent dessus, quoi. Et donc par la suite, donc je sais pas si tu te souviens, mais Kim en fait c'est devenu le meilleur pote de Trump. Oui, mais c'est ça en fait j'avais pas compris, genre. Voilà. Genre il y a un moment le mec il dit Fire Fury, je sais pas quoi, il y a escalade des menaces, genre l'autre il déploie ses couilles. Ouais. Et après, genre en une semaine, je me rappelle aux news, ils étaient là, oui, un accord a été trouvé, etc. Voilà. C'est quoi les coulisses du... Et donc en gros, là, ils expliquent que ils sont devenus meilleurs potes parce que Kim lui aurait parlé de travailler vers la dénucléarisation de la Corée du Nord. Tu sais, Trump il était là, ouais, c'est mon pote, on va trouver un deal, tout ça. Mais en fait, c'est leur seconde rencontre qui fut un désastre parce que apparemment Trump pensait que Kim allait dénucléariser et Kim pensait que Trump allait faire d'autres concessions. Tu vois. Et donc en fait, il y avait juste un malentendu sur le coup.
Et donc apparemment le meeting s'est terminé, donc sans déjeuner de fermeture, sans aucune signature, et du coup là ils étaient plus potes du coup. D'accord. Et là du coup ils étaient vénères. Non mais c'est ridicule, Okay. Vraiment c'est hardcore. Mais du coup, si j'ai un bon souvenir, genre la Corée du Nord avait détruit carrément des bases exprès, enfin elle-même, pour montrer qu'elle dénucléarisait ou je sais pas quoi. Non, ça c'est pas arrivé ça. Ah ça me dit rien, non. Ok, donc il n'y a pas eu d'avancée sur le plan. Bah, est-ce que ce que tu parles, c'est pas pendant Clinton du coup ou en Non, gros, j'ai oublié. D'accord, ok. Parce que Clinton, il avait réussi à faire déescaler le truc, justement. Ok, mais du coup, aujourd'hui, la Corée du Nord, elle souhaite toujours s'armer. Bah, elle l'a. Elle l'a maintenant officiellement. Parce qu'en fait, t'as eu deux types de tests. T'as eu le type de test qui a montré leur capacité à envoyer le truc. Ouais. Voilà. Et t'as le truc qu'ils ont une bombe. Ils ont une bombe H. D'accord. Voilà, ils ont les deux, quoi. Voilà. Donc, il faut faire. T'additionnes le truc et normalement, ça marche, quoi. Ah, et donc là, aujourd'hui, il est communément admis que la Corée du Nord dispose de l'arme nucléaire. Bah, vu qu'ils ont fait les deux tests qui vont bien, ouais. D'accord. Et donc il y a quelques autres faits d'armes de Trump. Il s'est retiré des accords iraniens qui empêchaient l'Iran d'obtenir la bombe nucléaire en disant, tu sais, this is the worst deal ever. Apparemment c'était un super deal de ce que l'auteur dit et qu'en gros il a fait ça juste parce qu'il aimait pas Obama. Donc ça c'est un fait d'armes assez bien qui fait penser au We don't negotiate with evil. Il s'est également retiré de l'accord entre Reagan et Gorbatchev de 1987 qui interdisait les tests missiles sol-sol d'une grande portée. Et en gros, ça a permis aux Russes de se retirer d'un traité qu'apparemment ils détestaient. Voilà. Tout en expliquant que c'est Trump qui s'est retiré, c'est pas nous, quoi. Ouais. Donc apparemment, les Russes imploraient les différents présidents américains de se retirer de ce traité-là secrètement, quoi. Et donc Trump, il l'a fait. Et donc il y a un autre truc, il y a le traité New Start qui avait été signé par Obama et Medvedev qui expire en 2021 et qui plaçait une limite, alors c'est peut-être ça dont tu parlais, sur la quantité d'armes américaines et russes. Et ni Trump ni Poutine ne firent d'efforts pour prolonger ce traité en fait, donc il va expirer en 2021. Voilà, donc ça c'est les autres faits d'armes, quoi. Ouais, donc il n'y a que des reculs, quoi. Voilà. Et il a bien fait kiffer les Russes quand même, ça corrobore un peu les rumeurs, tu vois. Ouais, mais après, est-ce que c'est juste parce que c'est un boulet ou... Ouais. Enfin, ouais. Bref. En conclusion, voilà, l'auteur dit la bombe a maintenant coexisté avec l'humanité pendant 3/4 de siècle. Les généraux ont tordu des scénarios dans tous les sens afin d'essayer de voir si en cas de guerre on pouvait obtenir une quelconque victoire, pendant que les présidents ont toujours jugé que le jeu en valait pas la chandelle. Trump, l'homme qui en savait peu mais qui pensait en savoir beaucoup, a été de loin le plus dangereux sur le sujet, selon l'auteur. Ouais. Voilà. Mais il dit voilà, ça c'est un symptôme, c'est pas la cause du problème. La cause du problème, selon lui, c'est que quiconque en fait qui s'intéresse à la logique de la chose est happé systématiquement dans un trou sans fond où en fait aucune conclusion saine n'est possible en fait. Et donc, tu vois, même si on te lance un missile nucléaire, tu vas faire quoi? Tu vas en lancer un aussi? Ça reste quoi l'intérêt, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est difficile de conclure, tu vois, sur un truc. Oui, non, je suis d'accord, c'est difficile de conclure définitivement. Mais après, t'as toujours. Ouais, oui. Bah après, t'as toujours l'histoire de. T'as toujours le contre-argument de dire. Ça garantit la paix parce que c'est tellement violent que tu vois ce que je veux dire, c'est un point de non-retour, quoi. Ouais, moi Après, je sais pas si c'est un argument valide. Ouais, je peux être d'accord avec ça. Tu vois, t'as l'histoire de la paix des armes, quoi. Je pense que t'as une doctrine militaire qui dit que à partir du moment où où les deux belligérants ont des armes suffisamment puissantes pour détruire l'humanité, du coup, ils évitent de se faire la guerre. Oui, mais ça, je suis d'accord. Ça, je pense que c'est un bon argument. Mais bon, déjà, la logique s'effrite quand t'as 1500, 3000 missiles, tu vois. Ouais. Et ensuite la logique s'effrite aussi quand tu dis bah ouais, ok, j'ai de la dissuasion, mais concrètement si on m'envoie un missile nucléaire, c'est quoi l'intérêt d'en envoyer un, tu vois? Ça n'a aucun sens, tu vois. Je vais juste partir, je vais juste détruire l'humanité, quoi. Oui, en fait, ce que tu veux dire, c'est que la logique fonctionne jusqu'au jour où t'as besoin de l'appliquer, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, la logique, ça te dit que cet armement-là te permet de faire en sorte qu'il soit jamais utilisé. Ouais. Toi, tu me dis oui, mais du coup, qu'est-ce qui se passe quand il est utilisé? Oui, le truc, c'est qu'une fois qu'il est utilisé, la logique a été perdue. C'est ça. Tu vois. Et en fait, le fait aussi d'avoir des trucs du genre, le président peut à lui tout seul lancer une attaque, en fait, ou alors il peut être réveillé au milieu de la nuit et on le secoue comme ça, on lui fait, il y a des missiles qui arrivent, est-ce que vous en lancez un ou pas, tu vois, dans les 5 minutes.
bah, c'est des trucs qui sont pas ouf, tu vois. Oui. Et donc c'est pour ça que quand on dit bah, la probabilité de se faire anéantir par ce truc, ça tend vers 1, en fait, c'est à cause de ce genre de truc, quoi. Ouais, donc en fait, il y a un des arguments, c'est de dire que genre le coût de l'erreur, c'est que ces trucs, c'est de dire que genre les technologies et les êtres humains sont faillibles par essence, et que ça génère tellement de dégâts potentiels, et que du coup le coût de l'erreur est tellement élevé qu'il vaut mieux pas avoir il vaut mieux pas avoir cette possibilité-là, parce que ton coût de l'erreur il est trop élevé, quoi. Ouais, mais d'ailleurs il cite un exemple qui est en gros quand Nixon il était, tu sais, sous les rumeurs du Watergate, là, il sentait qu'il allait se faire poutrer. En gros, il était tout le temps à 4,5 g quoi, dans la Maison Blanche, et il se baladait avec sa bouteille d'alcool, quoi. Et en gros, il y a les gens qui étaient un peu genre ouais, si tu reçois un appel chelou du président, appelle-moi quand même avant et tout, parce que bah ouais, je sais pas, il peut lancer tout seul la bombe, quoi. Donc ouais, voilà, donc et en fait voilà, enfin lui il est d'accord, il dit la bombe a probablement évité quelques guerres, mais de l'autre côté on voit quand même que c'est quand même de la pure chance si on est encore vivant aujourd'hui, et qu'en fait il y a trop de fois où ça s'est joué à rien, en fait. Mais du coup qu'est-ce qu'il préconise? Lui préconise genre un désarmement total, ou il préconise juste d'en avoir moins? Bah, les spécialistes du domaine, déjà, en gros, les deux trucs qu'ils préconisent, c'est d'enlever l'autorité présidentielle du truc. C'est-à-dire que tu puisses pas unilatéralement. Tu peux pas unilatéralement envoyer une bombe, il faut une décision collégiale. Voilà, de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Ça, c'est en gros la première préconisation. Et la deuxième préconisation, c'est aussi l'alerte en 5 minutes, quoi, de rétaliation, de réponse, qui doit être enlevée. C'est-à-dire qu'en gros, les spécialistes du sujet, ils disent on a les sous-marins. Si tu te prends une bombe, tu te prends une bombe, et après tu réfléchis, est-ce que tu veux répondre ou pas, quoi. D'accord. Donc en gros, c'est les deux trucs qui permettraient quand même de limiter le truc, la proba d'erreur. Ouais, parce que là, on est trop près de je réveille un président en beau milieu de la nuit, il y a une erreur de radar, c'est Trump, il est trop con, il en envoie 100 sur les Russes, les autres y répondent, enfin tu vois, genre voilà. C'est encore trop possible, quoi. Ouais, je vois. C'est ça. En fait, c'est une décision à trop fort impact pour qu'elle puisse être faite aussi rapidement ou par aussi peu de monde. Ouais, c'est ça, ouais. En gros. Donc ça, c'est en gros, c'est les deux trucs évidents qui sont toujours cités. Ok. Mais du coup, juste pour bien comprendre, l'auteur, il n'est pas nécessairement contre l'arme nucléaire en soi. Juste, il est contre la situation actuelle et la doctrine actuelle. Ou on sait pas trop, c'est flou. Je sais pas trop. Je pense que ça peut aller loin comme débat. Si tu commences à avoir quelques têtes nucléaires dans seulement quelques pays, je sais pas. Tu vois, tu t'arrives à une certaine limite où tu te dis ouais, ça fait de la dissuasion. Après, tu peux te dire ça devrait jamais être utilisé. Donc de toute façon. Ok. Voilà. Et juste du coup pour bien comprendre le postulat de l'auteur, donc lui, il veut t'expliquer un peu l'histoire de l'arme nucléaire. Il veut t'expliquer que il y a des luttes bureaucrates complètement en dehors de l'intérêt général, machin. Il veut t'expliquer aussi que on est passé plusieurs fois à 2 doigts d'une catastrophe, ça, ouais. et que le processus est extrêmement faillible et qu'il faut l'amender pour qu'il soit beaucoup moins faillible. Et c'est ça, en fait, c'est un peu son objectif à travers son bouquin. Exactement, ouais. D'accord. Et du coup, ça me fait penser à un autre truc, en fait, où il répète souvent que, tu sais, on loue souvent le système américain, comme quoi les pères fondateurs, tu sais, ont prévu plein de systèmes pour que, en gros, le président, même si c'est un mongol, ça marche quand même. Et en fait, du coup, il dit, les pères fondateurs, en fait, ils pouvaient pas prévoir qu'il y allait avoir ce genre d'armes-là, et qu'en fait, c'est la manière dont ça fonctionne aujourd'hui, en fait, c'est complètement en dehors de la logique prévue par les pères fondateurs, et que le fait que le président puisse lancer un truc tout seul, en fait, c'est aberrant par rapport à la logique américaine, et puis même la logique dans plein d'autres pays démocratiques, qui en fait sont censés avoir plein de garde-fous quand il y a un mec un peu bizarre qui prend le pouvoir. Ouais. Non, c'est hyper intéressant, surtout le côté on est passé à 2 doigts plusieurs fois, et le côté bureaucratique là, je trouve ça intéressant. Et on sait en France, dans les autres pays nucléaires, si c'est un peu la même chose, on sait pas trop. Bah écoute, le truc c'est que j'ai regardé un peu tous ceux qui avaient la bombe, et ça a l'air d'être un peu toujours le même schéma, c'est-à-dire que c'est toujours un peu le head of state, tu vois, qui a l'air d'avoir le contrôle. Donc ça a l'air d'être un truc qui est reproduit un peu partout. Voilà, maintenant en France, on a plutôt une stratégie de dissuasion, tu vois, on en a pas beaucoup, on a les trucs dans les sous-marins. Je sais pas ce qu'on fait avec nos avions, mais je pense que on va pas les laisser longtemps, j'imagine. Voilà. La bombe de Fred Kaplan. Ok, c'est vachement intéressant. Et juste pour revenir sur ces histoires de kilotonnes là, avant de finir,
300 kilotonnes, les trucs qu'on a en France, nous. Donc aujourd'hui, c'est 3. Donc en fait, on s'est calmé depuis la bombe tsar, quoi. On a dit ça sert plus à rien d'avoir Ouais, un je sais truc pas de 5 si, 000. ouais, je sais pas si c'est une limite technologique, du genre c'est trop lourd après pour l'envoyer sur un truc de sous-marin qui peut faire ou juste on s'est calmé, tu vois, on a fait non mais ok. Ouais. Mais du coup, aujourd'hui, en gros, les bombes nucléaires un peu standards qu'on a dans nos sous-marins, Ouais, elles font à peu près 25 fois la puissance de Hiroshima ou Nagasaki, quoi. c'est ça. Ouais. Et je crois que même d'ailleurs un missile dans un sous-marin, t'as 6 têtes nucléaires, donc je crois que t'as 6 fois 300 kilotonnes, il me semble. Ah ouais. Ouais. Et les 6 têtes nucléaires, elles vont au même endroit ou elles sont splittées? Non, on sait pas. Je pense que ça, tu sais, ça va très loin dans l'espace Ouais. quand c'est un truc intercontinental, et je pense que ça doit splitter pour faire un maximum de dégâts. Oui, donc en fait, ça vise 6 cibles, quoi. Ouais, je pense, ouais. Ah ouais, donc Ouais. oui, ok. Après, là, je suis pas Ouais, spécialiste ouais. de. Et puis, je suis pas sûr que ce soit si facile que ça à avoir ce genre d'infos. Hein, D'accord. Mais effectivement, c'est assez dissuasif. ouais. Ouais, c'est assez Bah, difficile. justement, pour revenir sur c'est si facile de ça d'avoir des infos. Moi, il y a des cours à Polytechnique sur le nucléaire, civil et militaire. Ouais. Et moi, j'ai un pote, il était pas français, il était de nationalité albanaise. Ouais. Et en fait, ces cours-là, ce cursus-là, était pas accessible aux non-français. Ah, d'accord, ouais. Ok. Ah, c'est marrant. Ce qui ouais. paraît legit. Oui, ce qui paraît legit. Mais- Ouais, Tu pouvais pas avoir les sites. Tu pouvais pas avoir les sites. Ok, c'est cool. Bon, ça va. Bon, ça va. Ça marche. Ouais. Salut.